Aujourd'hui, nous recevons Damien Tellier, qui est professeur de philosophie à Paris. Et ce qui nous intéresse avec Damien, c'est de parler de technologie, de philosophie évidemment. Mais Damien Tellier a un angle libéral dans son approche. Alors attention, pas le libéralisme comme on l'imagine là ces temps-ci en économie. Pas du tout, il est spécialiste du libéralisme du XVIIIe siècle en France, notamment les grands auteurs comme Frédéric Bastiat et autres, et justement pour comprendre que le libéralisme est un courant de pensée inscrit dans la philosophie française. Donc il a même un think tank qui s'appelle l'Institut Copé, qui republie les grands auteurs, qui parle de cette tradition française, et Damien est empreint de cet héritage culturel pour parler du Bitcoin, de la technologie, toujours d'un point de vue éthique et philosophique. Et alors on va regarder avec Damien Tellier comment on peut se pencher sur ces grands problèmes de civilisation que sont le Bitcoin et la monnaie, l'économie et la technologie. Donc restez avec nous, je pense que ça va être passionnant. Bonjour Damien, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à tous les deux, merci à vous. Alors Damien, nous on s'est rencontrés sur Surfing Bitcoin, c'était passionnant, tu avais fait une conférence sur Bitcoin et l'industrie alimentaire. Oui. C'est vraiment passionnant, et donc moi j'ai une première question à te poser qui est en lien direct ou indirect avec ça, c'est comment Bitcoin favorise-t-il la sobriété contrairement à notre système monétaire? Une grande question qui en implique plein d'autres, mais voilà, je te lance sur le sujet. Merci d'être là. Oui, vaste sujet. Il y a beaucoup d'a priori sur Bitcoin parce qu'on le voit souvent comme un outil de spéculation. Donc, évidemment, c'est pas du tout par là qu'il faut aborder le sujet, même si Bitcoin est très volatile en tant que monnaie dans son prix, hein, et donc ça peut favoriser effectivement la spéculation, c'est vrai. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la philosophie qu'il y a derrière, et je vois Bitcoin plutôt comme une réponse du marché, une réponse finalement des individus, des citoyens, à un problème qui est le problème de la captation de la monnaie par l'État. Aujourd'hui, les États ont capté la monnaie, ont le monopole de la création monétaire, et cette création monétaire, on appelle ça l'impression, hein, l'impression de billets. Elle est arbitraire, elle est contrôlée par personne, puisque en fait le citoyen n'a pas connaissance des mécanismes et n'a aucun moyen d'ailleurs de s'y opposer. Et les conséquences sont assez dramatiques parce que c'est l'inflation. Et l'inflation, elle date pas d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on la voit dans l'alimentaire, mais elle existe depuis les années 70 et elle n'a jamais faibli en fait véritablement. Et donc on est dans un système économique où on ne peut plus protéger son épargne, en fait. On ne peut même plus épargner quasiment. En tout cas, la classe moyenne ne parvient plus vraiment à épargner. Et donc, la monnaie se déprécie, elle perd sa valeur. Et cette monnaie, comment s'en protéger, en fait? Comment se protéger contre une monnaie qui est finalement manipulée par les États? Eh bien, la réponse, c'est le Bitcoin. On peut dire juste, pardon, je te coupe, parce que parfois on s'aperçoit que les gens, pour eux, c'est évident, 2% d'inflation, 3% par an, pourquoi pas 4%. Ils se disent c'est normal, ça fait 50 ans que c'est comme ça, mais c'est pas normal. Dans une des caractéristiques de la monnaie, il y a une réserve, il y a écrit réserve de valeur, c'est-à-dire qu'en théorie, notre travail est transféré dans la monnaie et doit être préservé dans le temps. C'est-à-dire qu'en principe, un euro d'il y a pas 50 ans, mais même un euro d'il y a 20 ans, quand il a été créé, devrait valoir la même chose qu'aujourd'hui. Or, il y a eu 40% de dévaluation sur l'euro. Exactement, oui, c'est ça. Et donc, parce que 2%, plus 2%, plus 2%, ça s'accumule chaque année. Et aujourd'hui, c'est bien plus, évidemment. Mais en fait, ce que tu dis, ça fait penser à l'or. L'or est une monnaie qui joue vraiment son rôle de réserve de valeur, c'est-à-dire que une maison qui a été achetée dans les années 70, aujourd'hui, en dollars, elle vaudrait beaucoup plus. Elle aurait un prix bien plus élevé, peut-être 10 fois, 20 fois plus élevé, parce que le dollar s'est déprécié. Mais cette maison, si on l'achète en or aujourd'hui, elle vaudrait exactement le même prix qu'il y a 50 ans. Donc, on voit que l'or n'a pas perdu sa valeur, et le Bitcoin, c'est de l'or numérique. Le Bitcoin, en fait, a été conçu par son créateur pour avoir les mêmes propriétés de résistance à l'inflation que l'or, avec des avantages, parce que c'est une monnaie numérique, donc c'est une monnaie qu'on peut envoyer sur Internet, qu'on peut
utilisé beaucoup plus facilement que l'or, qu'on n'a pas besoin de transporter, qu'on n'a pas besoin qui est plus facile à stocker en fait et à transporter. Voilà. Donc qui est plus résistante, notamment à la censure. Mais est-ce qu'on peut revenir, Damien, parce que tu dis ça, toi tu as cette conscience-là, on n'arrive plus à épargner, parce que pour la plupart des gens, c'est un concept, on doit encore épargner pour la plupart des gens. Oui, alors bien sûr, si on épargne en liquide et qu'on met l'argent sous son matelas, comme ça se faisait à une époque, eh bien, cet argent, il va disparaître puisqu'il perdra sa valeur. Donc, avec un billet de 100 €, eh bien, on pourra acheter de moins en moins de choses au fur et à mesure du temps. Donc, c'est complètement suicidaire, en fait, d'épargner de cette façon-là. Alors après, il faut aller chercher des produits financiers pour épargner. Mais là, il faut, je dirais, quasiment être un conseiller en gestion financière pour il faut de arriver l'éducation à trouver les bons produits d'épargne. C'est extrêmement complexe. Et souvent, on va mettre sur un livret A, ou bien on va prendre des produits type assurance vie que nous propose la banque. Mais en fait, cette épargne-là, elle est extrêmement faible. Elle est extrêmement faible et donc elle ne permet pas de battre l'inflation. Elle n'est pas suffisante en fait pour battre l'inflation. Donc ça donne l'illusion en fait qu'on épargne, mais réellement c'est pas le cas. Ouais. Alors ce qui se passe, c'est que les gens qui sont un peu informés et qui ont du capital, eux vont pouvoir y arriver parce que eux ils vont investir dans la pierre, ils vont investir dans les actifs financiers qui eux sont très spéculatifs. Donc ce sont les gens les plus informés et donc qui sont souvent les mieux protégés en fait, qui vont parvenir à épargner. Oui, c'est intéressant. Il faut aussi évoquer la terminologie de la rareté, parce qu'en fait, pourquoi l'or a gardé sa valeur depuis 2000 ans? En tout cas, on a des statistiques, je crois, sur l'or en France. Depuis 3 siècles, on a des statistiques. On sait que, comme tu disais, globalement, avec quelques onces d'or, enfin, disons, avec l'équivalent d'un lingot d'or, on peut acheter une maison depuis 3 siècles, toujours la même maison, en gros, pour schématiser. C'est ça. Et ça, c'est lié à une seule chose. Les gens disent l'or, c'est parce que ça brille. Non, c'est parce que c'est rare. Et les billets de banque sont de moins en moins rares puisque les États en impriment tous les ans, en veux-tu, en voilà. Et donc on parle de rareté numérique avec le Bitcoin parce que le Bitcoin est rare, parce que dans son code il est écrit qu'il n'y en aura que 21 millions, un nombre limité, et qu'en plus chaque année cette émission monétaire est de plus en plus faible. Donc c'est vraiment le concept de rareté numérique, d'ailleurs qui est totalement contre-intuitif, parce que dans le monde numérique on est habitué au copier-coller. Donc on se dit, ton Bitcoin, je vais le copier-coller, qu'est-ce qui me prouve que? Donc après, il faut rentrer dans toute la technique, la technologie, mais c'est dur à faire comprendre. Ce qui est intéressant, c'est en quoi l'actif, donc la rareté de l'actif, impacte nos comportements. Parce que qu'est-ce qu'on voit chez les bitcoiners maximalistes, c'est que quand ils ont accumulé des bitcoins, ils veulent pas les lâcher, ils veulent pas les dépenser, ils les gardent. Et en fait, c'est un peu comme le lingot d'or que tu gardes. Donc, en fait, la rareté fait que tu n'as plus envie de consommer, tu n'as plus envie de le dépenser. Alors, oui, ça c'est très juste. Et moi, je l'ai constaté moi-même dans ma façon de dépenser, de consommer et de vivre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on commence à acheter du Bitcoin et qu'on sait à quel point sa valeur peut s'apprécier dans le temps, eh bien, on n'a pas du tout envie de les dépenser. Et donc, tout ce qu'on achetait de superflu, d'inutile, eh bien, en fait, on n'a plus envie. Et on va donc plutôt dépenser ses euros, mais certainement pas ses bitcoins. Et ça va créer effectivement un comportement, on revient sur la sobriété, un comportement qui est beaucoup plus rationnel et qui est notamment celui qu'avaient, je pense, les entrepreneurs d'une époque peut-être un peu révolue, mais le capitalisme traditionnel que décrit par exemple Max Weber dans son fameux livre sur le capitalisme et la naissance du capitalisme et l'éthique protestante. Et où il disait justement que l'éthique des capitalistes, c'était plutôt que de dépenser, c'était d'épargner. Bon, aujourd'hui, on n'arrive plus à faire ça. Ça n'est plus possible parce que justement, notre argent se dévalue. Donc, on a tendance à vivre à l'instant présent, à vouloir consommer le plus possible. Parce qu'on a peur que de toute façon, l'avenir étant tellement incertain, on a peur que cet argent disparaisse. Donc, mieux vaut le dépenser, mieux vaut consommer, plutôt que de se projeter dans l'avenir et se dire que l'avenir sera meilleur. Donc, ce court-termisme, cette espèce d'hédonisme, en fait,
C'est ça qui est devenu la norme aujourd'hui partout dans les pays développés. Oui, c'est la société de consommation, la fameuse, même Baudrillard a écrit des choses très intéressantes, etc., ou la société du spectacle, Guy Debord, il y a tout un courant philosophique français qui s'est interrogé sur cette société de consommation qui est devenue excessive, parce que oui, les humains consomment depuis toujours sur les marchés pour manger, mais depuis les années 60, elle s'est accélérée de manière dramatique, drastique. Avec la mondialisation aussi. Et la mondialisation a accéléré encore tout ça. Mais c'est vrai, ces philosophes se sont penchés sur le phénomène dans les années 70, mais je suis pas sûr qu'ils en aient compris vraiment les causes. Souvent, l'accusation, c'est le capitalisme. On dit, c'est le capitalisme qui crée cette situation de productivisme et de consumérisme. Alors, moi, je veux bien, mais de quel capitalisme on parle ? Je crois qu'il a changé complètement de nature, ce capitalisme. Ce n'est plus le capitalisme du 18e et du 19e qui était fondé justement sur l'épargne et sur les talons or. Donc, il y avait à ce moment-là une incitation à des comportements beaucoup plus justement sobres et rationnels. Aujourd'hui, on est dans un capitalisme qui est soutenu par les banques et par un système financier qui est complètement fou. Alors justement, parlons-en. Alors ça, c'est parfait. C'était l'objet de ma prochaine question sur le libéralisme. Alors en France, on confond très facilement capitalisme et libéralisme, alors qu'effectivement, toi, tu parles d'un nouveau capitalisme financier qui a émergé il y a 20 ans, avec l'Union européenne, d'ailleurs, avec l'euro. Mais toi qui es plongé aux racines du capitalisme français avec Frédéric Bastiat, le XVIIIe siècle, et le libéralisme n'a rien à voir avec ce qu'on vit aujourd'hui en économie, c'est-à-dire la mondialisation, le libre-échange, le laisser-faire à tout prix. On est bien d'accord que... Parce que Bitcoin est accusé de ça. Bitcoin cristalliserait tous les défauts du capitalisme, c'est-à-dire consommation énergétique, spéculation, tout ça est un truc de riches capitalistes, alors que toi, tu reviens aux fondamentaux en disant dans le libéralisme, on préserve la valeur, il y a l'étalon or. Capitalisme, ça vient de capital, c'est-à-dire qu'on met du capital pour créer des entreprises et donc créer de la valeur et des emplois, pour investir dans du capital travail et non plus pour mettre tout ça dans des produits financiers. Oui, alors moi je pense que le capitalisme aujourd'hui, il a perdu sa nature parce qu'il est perverti par justement un système financier, un système de politique monétaire qui est dirigé par des banques centrales. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est plus du tout dans un capitalisme entrepreneurial, mais d'abord dans un système qui met au cœur la banque centrale. C'est la banque centrale qui décide des taux d'intérêt. Donc c'est la banque centrale qui va en fait inonder le marché d'argent facile. Et cet argent facile, qu'est-ce qu'on va faire ? Évidemment que on va essayer d'en capter le plus possible. Donc en fait, les entrepreneurs, plutôt que de servir leurs clients, vont davantage s'intéresser à des questions politiques et comment capter cet argent par des subventions, par des réglementations. Et donc, ils vont investir beaucoup plus de leur temps dans cette activité politique plutôt que dans la création, la recherche d'innovation, de nouvelles technologies. Et donc là, il y a, je pense, il y a une espèce de perversion du capitalisme par des politiques qui sont des politiques de dépenses publiques et qui sont des politiques qu'il faut nommer keynésiennes. En fait, c'est le keynésianisme qui a créé ce système. Je ne sais pas s'il faut qu'on en parle, mais John Maynard Keynes, qui est quand même le grand économiste du XXe siècle, il a inspiré toutes les politiques qu'on voit aujourd'hui depuis les années 70. Disons que, on va pas faire un cours d'économie, mais pour que les gens comprennent, mais je pense qu'ils l'ont senti, on imprime de la monnaie de manière dramatique depuis une dizaine d'années maintenant. Non, plus que ça, je pense depuis les années 70. Pourquoi ? Parce que c'est à ce moment-là qu'on a abandonné les talons or. Et que donc, les États ont pu financer leurs dépenses par de la création monétaire, par de l'endettement et donc de la création monétaire. Et donc, il y a eu déjà de l'inflation à partir des années 70 et ça n'a fait qu'augmenter avec les crises financières, avec le Covid, etc. Mais en réalité, ça date vraiment de 71, précisément. 1971, c'est Nixon qui déclare que désormais, les dollars ne seront plus remboursables en or. En tout cas, pour revenir au Bitcoin, si tu veux, les gens, faut savoir que ça a été créé justement symboliquement, le white paper, donc le projet Bitcoin a émergé vraiment en 2008, en plein cœur de cette crise financière, et on sait très bien que son créateur ou ses créateurs
on t'envoyait des messages très clairs pour dire on fait le Bitcoin en réaction à la crise des banques. Pour créer une alternative au système bancaire classique, oui. C'est ça. Ouais. Et au système monétaire. Pas pour le remplacer, pour être une alternative, pour laisser le droit aux gens de choisir. Oui, bien sûr. C'est ça le pouvoir de la liberté. Pour moi, la liberté, c'est le pouvoir du choix. Quand on n'a plus de choix, comme c'est le cas aujourd'hui, on n'est plus dans la liberté. C'est pour ça que j'ai du mal à concevoir qu'on puisse parler de libéralisme aujourd'hui. Il me semble qu'aujourd'hui, on est plutôt dans une forme de servitude, en fait, et pas du tout dans la liberté. Donc, mais pour moi, la liberté, elle est vraiment créatrice. J'ai une grande confiance dans le fait que quand les hommes sont libres, eh bien, en fait, ils font un bon usage de cette liberté. Je ne suis pas de ceux qui pensent que la liberté amène toujours des excès, de l'abus. Je crois pas. Bien sûr, il y aura toujours des gens pour abuser de la liberté, mais fondamentalement, la liberté, c'est ce qui nous motive, c'est ce qui fait que on acquiert une véritable dignité et que on est fier de ce qu'on fait. Oui, puis j'irai plus loin que ça parce que on est libre en fait, on peut se permettre d'être libre quand les fondations sont solides, donc quand on est sécurisé. Et qu'est-ce qui nous sécurise ? C'est l'argent. Et aujourd'hui, cet argent est défaillant. Enfin, ce système monétaire étant défaillant, la société est insécurisée et donc n'est plus libre et donc n'est plus créatrice. Et donc tout ça est lié sur. Moi, je ramène tout à la sécurité parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez et quand on est connecté quand même aux gens aujourd'hui je dirais à la plupart des gens qui sont qui ont des enfants, une vie, un travail, etc. Il y a beaucoup d'insécurité et on n'en parle pas. Et c'est le reflet de ce dysfonctionnement, je pense. Oui, alors c'est vrai. Alors, l'insécurité, elle a plusieurs facettes. Il y a d'abord la question sociale, c'est-à-dire le manque de civisme. En fait, on voit que le civisme se dégrade énormément dans la société. Les gens ont peur les uns des autres, il y a des tensions communautaires, identitaires, etc. Mais l'insécurité, moi je la vois aussi dans la propriété privée, c'est-à-dire que, justement, est-ce qu'on est encore propriétaire de nos comptes en banque, de notre argent ? On a l'impression justement qu'on a perdu cette sécurité monétaire, et ça se traduit en effet par ce court-termisme dont on parlait, c'est-à-dire que mieux vaut dépenser plutôt que de garder son argent, parce que comme on n'est pas sûr que cet argent, qu'elle garde sa valeur, qu'il garde sa valeur, pardon, et donc on préfère finalement dépenser. Donc oui, l'insécurité, elle crée un déclin, je pense, de la vertu civique. La vertu civique, c'est quelque chose qui remonte à Aristote. C'est pour lui, une société ne peut tenir que par la vertu civique. C'est pas par les institutions, c'est pas par les régimes politiques qu'une société fonctionne. C'est d'abord parce que les citoyens, considèrent les autres citoyens comme des amis. Voilà, à partir du moment où il y a une certaine forme d'amitié. C'est marrant. Oui, et puis pas que ça, c'est notre petite responsabilité civile à tous fait cette responsabilité collective. Et on peut boucler avec le problème du réchauffement climatique, c'est-à-dire qu'on accuse le capitalisme et la société de consommation de toujours consommer, cramer de la matière première, cramer du carbone, tout ça pour fabriquer des produits. Et toi, le libéral, tu dis, mais attendez, le libéralisme, c'est l'inverse de ça. C'est au contraire, on rationne, on a un équilibre de consommation. Voilà, essayons de consommer le moins possible, que des choses vitales, et préservons la valeur de notre travail dans un objet qui garde sa valeur dans le temps. Et donc, dans une société numérique, le Bitcoin fait office totalement de réserve de valeur, en fait. Ouais. Alors, c'est vrai que cette question du réchauffement climatique, aujourd'hui, elle est difficile à appréhender parce qu'on a des discours qui sont extrêmement contradictoires, et notamment de la part des écologistes qui ont, en tout cas je parle des écologistes politiques, qui vont systématiquement en effet accuser le capitalisme et donc vont demander d'instaurer des mesures très très coercitives en fait, des mesures de gestion autoritaire en réalité de l'économie, de l'entreprise. Et donc, on revient à une forme de planification soviétique, quoi, en fait. C'est ça. La plupart des gens, je pense notamment à Jancovici, par exemple. Jancovici, c'est un type qui est très intéressant, qui est très pertinent. Mais aujourd'hui, son discours, ça consiste à dire,
en fait, il faut revenir au communisme, quoi. C'est quasiment ça. Hein. Alors, c'est là où moi, je suis pas d'accord. Je suis d'accord avec lui sur le diagnostic. Oui, on est effectivement au bord d'un gouffre, mais la solution ne me paraît pas être celle de l'autoritarisme. C'est ce qu'on appelle l'écologie punitive, en fait. Hein. C'est ça. On va nous mettre des bâtons dans les roues pour tout ce qu'on va entreprendre à l'avenir. Mais bon, ça, c'est encore un vaste sujet. Revenons sur Bitcoin. J'ai une question à te poser sur les multiples monnaies, parce que alors Bitcoin est une monnaie, l'euro est une monnaie coercitive, hein, donc on est par la loi, on est obligé de n'utiliser qu'une seule monnaie, c'est la loi. Et toi, tu dis on pourrait aller vers de multiples monnaies, y compris à la boulangerie, donc on pourrait payer soit en euros bien sûr, mais pourquoi pas soit en crypto-monnaie, soit en monnaie locale aussi, hein, parce que là on est dans les Bouches-du-Rhône actuellement, il y a une monnaie locale qui s'appelle la roue. En France, il y a des milliers de monnaies locales, en Suisse aussi. Donc pourquoi pas on pourra avoir deux choix de monnaie. Voilà, alors ça c'est la liberté et le choix du marché, c'est la concurrence des monnaies, et une monnaie elle repose sur la confiance. Elle ne peut fonctionner que si il y a une confiance. Donc je suis pas du tout inquiet s'il y a de multiples monnaies. Je ne suis pas inquiet sur le fait que les populations choisiront la bonne monnaie et rejetteront les mauvaises. Hein, celles qui n'inspirent pas confiance, elles seront rejetées. Donc, on le voit d'ailleurs aujourd'hui, par exemple en Argentine, au Liban, Venezuela, où la monnaie nationale est complètement inflationniste et se déprécie, donc elle ne vaut plus rien. Eh bien, les gens choisissent d'autres monnaies. Alors pour certains, c'est le dollar, pour d'autres, ça va être le Bitcoin. Ouais, alors moi j'ai une question un peu piège comme ça, parce que c'est un argument qu'on me renvoie assez souvent et qui est intéressant. J'aimerais avoir ton avis là-dessus. On me dit, si les gens commencent à adopter Bitcoin ou une crypto-monnaie qui échappe au contrôle des États, quid de la levée d'impôts qui permettront de payer des hôpitaux, des écoles, des routes, etc. Au final, hein, c'est une projection. Quid du rôle de l'État si l'État n'a plus le contrôle d'une monnaie, en fait. Oui, mais est-ce que les gens ont encore envie que l'État gère ça, puisque c'est mal géré? Oui, alors... Ça, c'est une bonne réponse. Oui. Non, alors, c'est certain que c'est à ce moment-là que les États, lorsqu'ils auront du mal à lever l'impôt, vont combattre Bitcoin par tous les moyens. Ça, c'est certain. C'est ça. Et on n'est pas encore arrivé là. Mais ça viendra. Je pense que l'adoption de Bitcoin va créer effectivement pour l'État un problème majeur qui est celui de la levée de l'impôt. Donc ça, tu touches vraiment exactement au point le plus sensible en fait. Hein. Mais si aujourd'hui les gens se détournent de l'euro et se détournent finalement même du vote, hein, même du point de vue des élections démocratiques, c'est bien parce que justement l'État ne remplit plus son rôle. Ce que les gens attendent de l'État, c'est essentiellement qu'il fasse la police, la justice, l'armée, mais quand l'État se mêle de tout et veut s'ingérer dans la vie privée des gens, dans leur alimentation, dans leur santé, dans leur manière de vivre, je crois qu'effectivement il y a là un signal qui est assez alarmant. Et donc, en plus, les services publics, on voit bien, il n'y a plus d'argent pour les faire fonctionner, donc les services publics se dégradent. Donc, les gens se demandent, mais pourquoi je paye des impôts ? J'irai même plus loin. Est-ce qu'une partie du succès de Bitcoin n'est pas justement là, le constat des gens que ça ne fonctionne plus, que ça ne marche pas. Et aussi la vision court-termiste, la défaillance de confiance envers nos politiques. Est-ce qu'ils sont encore crédibles à nos yeux aujourd'hui, aux yeux de tous, hein, parce que nous encore on est éduqués, on peut développer notre liberté de penser, notre esprit critique, mais pensons à ceux qui n'ont pas le temps, hein, qui sont pressés comme des citrons, ils ont 3 gosses, ils ont chacun un boulot en plein temps, ils sont dans le métro 1h30 par jour, ils ont envie de péter un câble. Pensons à ces gens-là qui n'ont pas le temps de réfléchir. Mais ils ont cette petite voix qui dit mais je dois trouver une alternative, je dois trouver une solution, je dois m'en sortir, ça ne fonctionne plus. Ouais. Et donc c'est en quoi est-ce que le succès de Bitcoin n'est-il pas le reflet de ce manque de confiance et de ce dysfonctionnement ? Parce que plus ça dysfonctionne, plus Bitcoin a du succès. Oui, en fait justement Bitcoin a été créé pour réparer un problème qui est le manque de confiance. Le manque de confiance, c'est-à-dire que on sait bien que
faire confiance à son banquier, faire confiance aux représentants de la nation, c'est devenu de plus en plus difficile. Et donc, Bitcoin, c'est fait pour qu'on soit notre propre banquier et finalement qu'on ne dépende plus d'un tiers de confiance. Donc, oui, la confiance, je pense, c'est la clé. Hein, et tant que les gens n'auront pas confiance dans l'État, ils se tourneront vers des alternatives. Et bien sûr, Bitcoin a encore besoin d'être mieux connu, d'être mieux compris. Il faut du temps. Hein, la désinformation est aussi très forte. Donc justement, Damien, je voulais te poser cette question concernant la sobriété. On a parlé des problèmes de la planète et on parle beaucoup de cette sobriété énergétique. Et toi, tu as donné cette conférence à Surfing Bitcoin à laquelle on a assisté sur l'alimentation et la sobriété en faisant une intervention sur le Bitcoin évidemment. Mais comment tu peux expliquer l'intervention de cette technologie dans cette sobriété par rapport à l'alimentation justement ? Moi, je suis parti d'un constat, c'est les maladies de civilisation. Il y a eu depuis 30-40 ans une explosion de ce qu'on appelle les maladies de civilisation, qui sont des maladies chroniques, qui n'ont plus rien à voir avec les maladies infectieuses qu'on subissait par le passé, qui étaient le choléra, la peste, enfin tout ce qu'on veut. Là, il s'agit de cancer, de diabète, d'obésité, maladies cardiovasculaires, etc. Et ces maladies, elles ont un impact quand même extrêmement fort sur la mortalité. Et donc, d'où ça vient? Quelles sont les causes de cela? Alors évidemment, peu de gens vont parler de l'alimentation, notamment, je dirais, le milieu de la pharmacie ou de la médecine, parce que si on met le projecteur sur l'alimentation, pour eux, c'est du manque à gagner. C'est-à-dire le Big Pharma, il a besoin de vendre ses médicaments et la médecine classique, je dirais, pour qu'elle continue à exister, il faut qu'elle continue à soigner des symptômes. Il faut qu'on soit malade, quoi. C'est ça. Donc, en fait, l'alimentation, pour moi, elle joue un rôle clé. Si je m'en réfère à un grand philosophe du passé qui est Hippocrate, qui était à la fois le premier médecin de l'histoire, mais aussi un philosophe, c'était un contemporain de Socrate, et qui disait que l'alimentation soit ton seul médicament, ton véritable médicament. Et il disait aussi, nous sommes ce que nous mangeons. Et je pense qu'il a raison, c'est-à-dire que, en fait, mon hypothèse, ce que j'ai essayé de développer justement à Surfing Bitcoin, c'est l'idée que on a été obligé d'intensifier l'agriculture dans les années justement 70, de mécaniser à outrance en fait l'agriculture pour augmenter la production, de façon à ce que justement on puisse ne pas souffrir de l'inflation. C'est-à-dire que les États, au lieu de combattre l'inflation en combattant l'impression monétaire, ont décidé de masquer l'inflation. Et pour masquer l'inflation, eh bien, on a incité les agriculteurs à produire de plus en plus. Ah oui. Et avec une moindre qualité. Et à réduire la qualité. Donc le prix, donc accentuer la compétition entre les agriculteurs. Exactement, okay. Exactement. Et donc, en fait, on a énormément... on a gagné en quantité, bien sûr, mais on a perdu en qualité, notamment les minéraux et les vitamines. Aujourd'hui, on a des aliments qui sont des aliments transformés ou qui sont des aliments issus, effectivement, de l'agriculture intensive et qui ont perdu leurs nutriments. En fait, et donc ces maladies de civilisation, elles sont liées à la privation de nutriments essentiels comme les vitamines et les minéraux. Alors, notamment, je sais bien qu'il y a d'autres causes. On peut évoquer quand même le fait qu'il y a le tabac, l'alcool, la sédentarité, qui sont aussi des causes liées à notre mode de vie. Et l'ajout du sucre. Fondamentalement. Et l'ajout du sucre dans tous les produits transformés. Et bien sûr, c'est-à-dire que voilà, on a réduit les minéraux. On a par contre augmenté fortement la teneur en glucides et donc en sucre, notamment avec les céréales et tous les produits transformés par l'industrie agroalimentaire. Oui, tout à fait, tout à fait. Juste une petite remarque aussi, c'est que pourquoi les nutriments disparaissent, et notamment les minéraux et les vitamines, c'est l'appauvrissement des sols qui fait ça. C'est-à-dire que au lieu de préserver la santé des sols, eh bien, on les surexploite avec des engrais chimiques qui tuent absolument toute la vie
des sols et tous les nutriments qui donc ne se retrouvent plus dans les aliments. Oui, tout à fait. Voilà. Là, il y a un point qui a été souligné par quand même de nombreux spécialistes, la désertification qui se produit aujourd'hui, et surtout le fait que la monoculture, en fait, la monoculture avec les engrais chimiques, avec les pesticides, les insecticides et tout le reste. Donc, on a une manière de produire qui aujourd'hui crée des maladies. Oui, justement, Damien, je rebondis sur ce que tu dis parce qu'on n'a pas parlé d'un mot-clé quand même qui est important dans la blockchain et dans les sociétés humaines, c'est le mot décentralisation. Et donc justement, est-ce que c'est pas un effet pervers de la centralisation cette fois? La centralisation qui est la banque centrale, qui imprime de la monnaie, la centralisation des grands groupes qui fabriquent cette malbouffe en fait. Et Bitcoin amène des valeurs de décentralisation. Est-ce que là, il n'y a pas justement un fil conducteur dans tout ça? Oui, tout à fait. Alors, il faut essayer de l'expliquer simplement, mais c'est vrai que le fait pour les banques centrales de proposer du crédit à taux d'intérêt très bas a permis effectivement à des grosses entreprises de profiter de cette manne financière. Et ces grosses entreprises sont devenues de plus en plus grosses au point de constituer des conglomérats immenses. Aujourd'hui, on a à peu près une dizaine de marques qui contrôlent tout l'agroalimentaire. C'est incroyable, mais c'est exactement comme dans les banques. Quand on regarde, en France, il y a peut-être une dizaine de banques, pas plus, qui contrôlent toute la finance. Oui, il y a Procter & Gamble, Nestlé, Danone, ouais. Mars aux États-Unis, des sociétés comme ça. Et donc, tous les petits agriculteurs, tous les petits producteurs n'ont pas pu suivre, en fait. Ça a été trop compliqué pour eux. Donc, ils ont dû revendre leurs parcelles et voilà, ils ont disparu du marché. Et donc, on assiste à une concentration, à une centralisation de plus en plus forte dans le domaine agroalimentaire, comme dans les autres domaines pharmaceutiques, etc. Et cela, au détriment des clients. C'est-à-dire que ces entreprises n'ont plus vraiment intérêt à servir leurs clients, mais surtout à profiter d'une sorte de manne financière permanente dans leur connexion avec l'État, avec les banques centrales. Et c'est là où Bitcoin peut constituer une forme de résistance et de révolte contre ce système, parce que Bitcoin permettrait à des petits producteurs justement de survivre, de conserver le produit de leur travail, de pouvoir le transférer dans le temps, de pouvoir donc trouver des garanties, des assurances pour l'avenir et de ne plus dépendre de ces conglomérats. Attends, tu veux dire que le producteur devrait vendre sa marchandise en Bitcoin, donc en monnaie alternative? C'est ça que tu imagines? Il pourrait le faire, mais il pourrait aussi tout simplement transformer en Bitcoin le produit de sa vente de manière à conserver la valeur de son travail pour le futur. Ouais. Et donc ne pas perdre justement... Oui, mais là je me fais l'avocat du diable, je me mets à la place de l'agriculteur qui aujourd'hui est déjà au bout de sa limite. On a compressé cette prix depuis des années, il s'en sort pas, etc. Je me dis, il devrait se dire, mais attends, mais comment je vais pouvoir moi capitaliser, ne fût-ce qu'un tout petit peu? Comment je vais pouvoir en fait relancer la roue dans l'autre sens, même s'il a compris les enjeux de Bitcoin et l'importance d'utiliser cette technologie pour s'en sortir et pour créer de la valeur. Aujourd'hui, ils sont dans un état où c'est quand même compliqué de sortir de l'étau dans lequel on les a mis. Oui, parce qu'ils dépendent beaucoup des subventions de la PAC, les subventions agricoles de l'Union européenne. Donc, on les a rendus complètement dépendants, en fait. Donc, ça, c'est un problème. Alors, pour devenir indépendant, justement, Bitcoin est une alternative, est une vraie solution. Comme on disait, Bitcoin permet d'être sa propre banque. Donc, déjà, de ne plus dépendre de tiers de confiance. Et puis ensuite, ce qu'il faut envisager, c'est la production locale et les réseaux locaux. C'est-à-dire, moi, par exemple, j'achète ma viande au producteur qui habite dans mon village et qui fait de la très bonne viande. Mais il existe maintenant par Internet toutes sortes de sociétés qui vendent la viande en direct à leurs clients
et parfois qui le font en proposant le Bitcoin. Ah oui, ça, ok, oui. Ça existe de plus en plus. Des groupements d'achat solidaires. Exactement, voilà. Donc, il y a moyen, je pense, par le biais de réseaux, de coopératives, de se renforcer et de pouvoir devenir indépendant. Alors, Damien, je vais me faire l'avocat du diable. Moi, cette fois, c'est moi. Et je vais te challenger sur Bitcoin. Considérant que Bitcoin, oui, il y a de la rareté, d'accord. Le prix monte du Bitcoin depuis sa création, régulièrement. En fin de compte, si on lisse le prix, ça monte. Effectivement, ça marche jusqu'à présent. Imaginons maintenant que la confiance s'arrête net sur Bitcoin à cause d'une régulation. Une régulation peut tout à fait venir saper la confiance, non pas arrêter le réseau ne s'arrêtera plus, on est d'accord, mais saper la confiance. Alors, question, c'est est-ce qu'il y aura une autre crypto-monnaie qui viendra remplir ce rôle? Et si finalement plus personne n'a confiance, est-ce que ce sera une monnaie locale? Est-ce qu'on reviendra à du troc? Est-ce qu'il n'y a pas un challenge à apporter à cette technologie? Oui, alors la confiance dans Bitcoin, elle peut être mise à mal par, en effet, une stratégie de combat et de lutte qui viendrait d'en haut, en fait, et qui dissuaderait en fait les gens de recourir à Bitcoin. Ça, c'est tout à fait possible. Et comme on le disait, c'est pas encore arrivé véritablement. Aujourd'hui, tout ce qui peut dissuader les gens, c'est qu'il va falloir payer des impôts sur les plus-values, mais bon. C'est tout. Donc, on est encore au tout début et je dirais la guerre contre le Bitcoin, elle pourrait devenir de plus en plus intense et de plus en plus forte. Mais il faut évaluer, est-ce que la confiance dans les États peut être l'équivalent de ça, peut maintenir, peut est-ce tenir. qu'elle peut concurrencer la confiance dans Bitcoin? Ou est-ce que la perte de confiance dans l'État et la perte de confiance dans Bitcoin, laquelle des deux, finalement, va l'emporter? C'est ça la grande question. Ouais. Par ailleurs, le réseau Bitcoin, aujourd'hui en Europe, c'est vrai que les gens n'en ont pas tellement besoin, je dirais de manière urgente. Par contre, on le voit dans certains pays où là, on ne peut pas s'en passer de Bitcoin. Que ce soit le Liban, l'Argentine, la Turquie, etc. Là, on voit que ces pays-là, même si on leur dit que c'est pas bien, que c'est mal, etc., ils s'en fichent. Ils utilisent Bitcoin parce qu'ils n'ont pas le choix. Tout simplement. C'est Richard Détente qui nous disait qu'il avait été consultant pour un pays africain, j'ai oublié lequel, et il avait parlé au chef d'État C'est en Centrafrique. En Centrafrique, je pense, oui. Et le chef d'État lui avait dit, quand on est dans un... Imaginez, nous les Africains, c'est comme si on était dans un cube en verre sans possibilité de respirer. Ouais. Quand quelqu'un fait un petit trou dans ce cube de verre, eh bien, qu'est-ce que vous pensez qu'on fait ? On va respirer à ce trou d'air. Ouais. Peu importe que ce soit du bon air ou du mauvais air, on s'en fout. Ouais. On est en état de survie et donc de résilience. Ouais. Donc c'est assez parlant. Mais donc toi, tu es convaincu que le Bitcoin peut renforcer l'autonomie financière des individus, donc les rendre plus libres? Oui, absolument. Ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire aujourd'hui. C'est une chance qu'on n'avait même pas anticipée, imaginée, je dirais avant. Personne, je pense, n'avait pensé que la technologie allait pouvoir apporter une réponse à des problèmes politiques. Ça, c'est quelque chose d'assez incroyable. En même temps, quand on réfléchit dans l'histoire, ça s'est souvent produit comme ça. C'est pas tellement par les idéologies que les choses progressent. C'est souvent par des évolutions technologiques majeures. Moi, je pense par exemple à l'imprimerie, à Gutenberg. Ça a tout changé. Ça a absolument révolutionné, mais tous les systèmes politiques et religieux. Et aujourd'hui, alors certes, on est au tout début, le Bitcoin n'a que 15 ans, donc on n'a pas encore beaucoup de recul, mais moi, ma conviction, c'est ça, c'est que la technologie crée une rupture de très très grande ampleur qui forcera les États à plus ou moins long terme à changer leur manière leur stratégie, leur manière de procéder. Ouais, puis n'oublions pas, à l'origine du Bitcoin, il y a les fameux cyberpunks qui sont des ingénieurs informaticiens qui étaient des libéraux américains, des gens qui voulaient s'émanciper justement de la protection de l'État, qui voulaient laisser la liberté individuelle. Très importante pour les libéraux. Et aussi, rappelons aussi que la micro-informatique, je me souviens, devait libérer les humains aussi, donc ça c'est raté. Et l'Internet devait libérer les humains, et ça c'est complètement raté aussi. Alors, il y a deux facettes, c'est-à-dire que je pense que Internet nous a libérés sous un certain aspect, mais nous a aussi amené d'autres servitudes. Oui. Je pense qu'il y a un peu les deux. Moi, je le vois sur le plan éducatif, puisque j'enseigne, et donc
je vois bien que mes élèves, ils vont aussi prendre sur Internet des choses que le système éducatif ne leur donne pas. Il ne peut pas leur donner parce que en France, le système éducatif est très monopolistique. Donc voilà, il y a des programmes qui sont extrêmement figés, etc. Et ils vont chercher des informations qu'ils n'auront pas à l'école. Et donc, pour eux, c'est une vraie liberté, ça. Oui, c'est vrai, je reviens sur un petit peu. Quand j'y pense, moi aussi, on s'éduque avec Claudia, on s'éduque beaucoup sur le net, avec les podcasts. Et pour Bitcoin, c'est pareil. C'est par Internet que les gens découvrent Bitcoin. Ouais. Donc, là, il y a quand même quelque chose d'extraordinaire. Et on est capable, aujourd'hui, de faire de l'information à moindre coût. On est capable de créer des réseaux qui ont quand même de la valeur. Et votre podcast en est un exemple. Merci Damien, c'est sympa. Mais oui, on fait tout pour en tout cas. Mais on voit bien les gens critiquent, la presse critique les youtubeurs. Mais cherchez mieux. Vous verrez, vous trouverez des youtubeurs qui font du très bon travail. Et puis croisez les informations, réfléchissez par vous-même. Enfin, tout ce que les libéraux évoquent aussi, c'est-à-dire vous faites vos recherches. Oui, puis tu parles des créateurs de contenu. En fait, nous, souvent, on nous dit tiens, au fond, mais c'est quoi le moteur du podcast? Parce que vous doutez bien qu'on ne gagne pas notre vie avec le podcast. Hein, ça nous coûte plus que ça ne rapporte. Et on s'est dit, mais c'est le prix de la connaissance. Ouais. Parce que en fait, on donne aux gens l'occasion de s'éduquer à travers le contenu qu'on partage, mais égoïstement, nous sommes à la source de l'information avec les meilleurs experts, et donc c'est le prix de l'éducation. Et en fait, on considère qu'aujourd'hui, être libre, c'est aussi être informé. Je suis complètement d'accord, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de liberté sans vérité. Donc, accéder à la vérité, ou en tout cas s'en rapprocher autant que possible, c'est fondamental, parce que si on n'est pas informé, on est manipulé, en fait. Et donc, on est esclave. Donc, la liberté, le chemin de la liberté commence par la connaissance et l'instruction. Mais je vois bien quand on discute, quand on donne des formations, on discute avec les gens, on voit bien que les gens sont formatés sur mais qu'est-ce qu'il faut lire, voilà, où il faut trouver la vérité. Et à chaque fois, on leur explique, il n'y a pas, la vérité, c'est votre vérité. Il faut croiser les informations, il faut lire à droite, il faut lire à gauche, il faut lire au centre. Non, mais ce qu'on constate, c'est que il y a de l'insécurité parce que là aussi, il y a de la défaillance de confiance. Les gens nous disent, oui, mais on va chercher où l'information? Pourquoi? Sous-entendu, parce qu'on n'a plus confiance. On ne sait plus à qui on doit faire confiance. Et donc, cette défaillance de confiance, elle n'est pas seulement que dans les banques et dans les États. Elle est partout, en fait. Est-ce que ce n'est pas le moment, justement, l'avènement, enfin, de la liberté individuelle? C'est-à-dire que les gens ont enfin compris que ce n'est pas la société qui va nous régir, que ce n'est pas la société qui va nous éduquer, c'est nous-mêmes. Oui, c'est ça. Oui. Et c'est très vrai sur le plan, par exemple, de l'université. Aujourd'hui, les universités sont ultra subventionnées et je pense que les étudiants désertent l'université parce qu'ils n'ont plus confiance dans la parole des professeurs. Ils ont l'impression que c'est une propagande, c'est un lavage de cerveau. Donc, ils vont se tourner justement vers des sources alternatives de formation. Et l'université est devenue une poubelle, même malheureusement. Oui, alors aussi... c'est fort quand même ce que tu dis. Oui, c'est je parle du cas français notamment. Oui, parce que tu donnes des cours à l'université en France. Donc alors, tu connais. Non, je donne pas des cours à l'université. Les prépas sont des écoles pour passer les concours en France. Donc, ce sont des prépas privés. Mais non, l'université, j'y suis passé comme étudiant. J'ai été étudiant à la Sorbonne pendant plusieurs années. Mais c'est certain qu'aujourd'hui, le modèle universitaire français, il est complètement à l'agonie, quoi. En tout cas, on arrive à la fin de ce podcast. Et moi, j'ai une dernière question politique, puisque on est en France et on aime la politique. On trouve beaucoup de gens de droite. Allez, je mets les pieds dans le plat. En gros, beaucoup de gens de droite sont intéressés par la crypto-monnaie, le bitcoin, etc. Et pour caricaturer, très peu de gens à gauche, ou en tout cas affirmés à gauche, évoquent ces technologies. Ils ont plutôt tendance à la balayer d'un revers de main. Je fais une grosse caricature. Est-ce que le Bitcoin, Richard Détente, il dit souvent ça, le Bitcoin est-il de droite ou est-il de gauche? À ton avis, toi, est-ce qu'il y a un atavisme en France du côté droite pour adopter ou s'intéresser aux technos? Et à gauche, est-ce qu'ils sont trop préoccupés par la lutte contre le capitalisme, justement, pour comprendre que la technologie est bien au-delà de ça? C'est-à-dire qu'à gauche, il y a deux grandes tendances, il y a deux grandes familles. Il y a ceux qui sont plutôt étatistes et ceux qui sont anti-étatistes. Donc, je dirais, il y a place pour à gauche, pour des gens qui pourraient reconnaître en Bitcoin finalement
un outil contre l'État, un outil de défense de l'individu, de la société contre l'État. Mais peut-être en effet que l'anticapitalisme aveugle aussi beaucoup de gens. Non, pour moi, le Bitcoin n'est ni de droite ni de gauche. C'est la liberté. Bon, moi, je reprends par exemple ce que disait Bastiat, Frédéric Bastiat. Il était député des Landes, donc il siégeait à l'Assemblée nationale avec Alexis de Tocqueville. Et en fait, ils étaient tous les deux au centre parce qu'ils ne voulaient pas se mettre du côté des royalistes, qui étaient la droite conservatrice de l'époque, ni à côté des socialistes, qui, eux, étaient la nouvelle force montante. Et ils votaient tantôt à droite, tantôt à gauche, avec un critère qui était la liberté. Voilà. Quand une proposition de loi eh bien, est favorable à la liberté, on vote. Voilà. Peu importe qu'elle vienne de droite ou de gauche. Donc le mot de la fin, c'est Bitcoin pour tous. Oui, et la liberté pour tous. Voilà. Bitcoin pour tous, la liberté pour chacun. Excellent. Voilà. Damien, c'était très intéressant. C'était très riche, très dense. Après, on a abordé plein de sujets qui nécessiteraient un podcast chacun, la nutrition, enfin voilà. Mais en tout cas, tu reviens sur notre podcast quand tu veux. Tu as passé l'examen, c'est parfait. Merci beaucoup à vous deux, Benjamin et Claudia. Merci pour votre accueil. C'est gentil. Et alors pour nos auditeurs, on ne vous le dira jamais assez. Vous avez compris là, parce que je l'ai dit, je ne le dis jamais, mais aujourd'hui, comme je suis un peu fatiguée, je vais vous le dire. En fait, ce podcast nous prend vraiment beaucoup d'énergie. Et vous l'avez compris, en fait, ça ne nous rapporte pas d'argent. Donc, le moins que vous pourriez faire pour nous, c'est de vous inscrire à notre newsletter et de nous suivre sur les réseaux, parce que vraiment, c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail de l'enregistrer, de le préparer, mais c'est aussi beaucoup de travail après. Alors aujourd'hui, vous êtes à peu près 10 000 tous les mois et on espère qu'après ce petit coup de gueule, vous serez 15 000 le mois prochain. Et vous retrouverez tout ça sur notre site web technoimpact.tech, TECH, et vous pourrez vous enregistrer pour la newsletter, retrouver tous les épisodes, etc. Oui, on est quand même à 90 épisodes là aujourd'hui, en 1 an et demi, donc on a bien bossé, on est content de nous. Je vois Damien qui fait, oui, 90 épisodes, on n'en revient pas. Quand on a commencé le premier sur le coin d'une table, on s'est dit, mais personne ne va nous écouter, et puis finalement on est très content du succès rencontré. Voilà. On vous remercie et on vous dit à la semaine prochaine évidemment.